D'Angelo Russell rejoint les Mavericks pour un contrat de 2 ans. Est-ce la pièce qui manque à Dallas pour redevenir une des meilleures équipes de l'Ouest? On en parle tout de suite dans Howdy Mavs. Salut tout le monde, bienvenue dans Howdy Mavs, le podcast en français entièrement dédié aux Dallas Mavericks. Suivez Howdy Mavs sur votre plateforme audio préférée et utilisez notre chaîne YouTube pour écouter l'émission et pour nous envoyer vos commentaires et vos questions. Ça nous fait super plaisir d'échanger avec vous. La Free Agency est en pleine forme, il se passe plein de trucs dans la NBA cet été. Quentin, j'imagine que tu es rivé sur l'actu. Il y a énormément d'équipes qui font des moves. Les Mavs, ils sont plutôt tranquilles cette année. Relativement tranquille. Après, il ne faut pas oublier qu'on a quand même déjà fait des moves, en fait. Depuis maintenant 2 ans, je crois, on a le droit de négocier avec ses propres joueurs jusqu'à quelques jours avant le 1er juillet, ce qui n'était pas le cas avant. Avant, le 1er juillet, il y avait tout qui tombait, les nouveaux deals, mais aussi les deals des joueurs qui étaient dans leur propre équipe. Et là, on a en fait déjà opéré. Ça serait faux de dire qu'on n'a rien fait. Il y a déjà eu Kyrie Irving, il y a eu Daniel Gafford. Voilà, des mouvements ont été faits. Et puis, notre salary, notre cap, il est très très haut, donc il n'y a plus beaucoup de place. On a fait un petit move. C'est sûr qu'on a moins été actif que certaines autres personnes. Mais bon, on a fait ce qu'il fallait. En tout cas, on va en parler aujourd'hui. Salut Barnes, salut tout le monde. Ravi de vous revoir et puis de ne pas avoir attendu 2 mois entre 2 épisodes pour vous reparler. Là, ça ne fait même pas une semaine, donc c'est cool. C'est vrai, on s'est parlé il y a une semaine, mais il s'est passé pas mal de choses en quelques jours. Là. Nico, est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a marqué? Salut Nico d'ailleurs. Dis bonjour d'abord. Salut Barnes, salut Quentin, salut tout le monde. Ouais, content de vous retrouver aussi rapidement. Là. On est aussi rapide que Shams là, sur Twitter pour dégainer les dernières nouveautés. Écoute, il y a plein de choses qui m'ont marqué, notamment proche de nos anciens Mavs. Je dirais que moi, le père Dodo, Finney-Smith, de retour au Texas, mais cette fois avec un maillot rouge et jaune ou rouge et blanc en fonction des matchs. Mais en tout cas, Houston, ça m'a marqué. Les ajustements, on en parlait tout à l'heure avec Quentin de Denver, qui fait des moves plutôt malins. Avec Cam Johnson, je trouve ça intéressant. Donc ouais, il y a pas mal de choses et c'est pas fini. On va en parler dans l'émission. Dame Lillard qui se fait couper et Miles Turner qui, après avoir sorti des finales NBA, s'en va au Milwaukee Bucks comme un voleur. Ça m'a pas mal marqué aussi. On va en reparler tout à l'heure. Je voulais pas que tu nous donnes tous tes points marquants. Un ou deux, ça aurait été bien, mais c'est pas grave. Je suis dans l'actu là, je suis chaud pour l'actu. Ouais. Allez, on parle des Mavs d'abord, parce qu'ils ont fait une grosse acquisition récemment, c'est D'Angelo Russell. Alors, Quentin, raconte-nous les détails de ce contrat. 2 ans pour D'Angelo Russell pour rejoindre les Mavs. C'est ça. Alors, il y a plusieurs choses importantes à savoir. Donc, sans trop rentrer dans les détails, vous savez qu'il y a le salary cap et puis au-dessus, il y a la luxury tax et puis il y a 2 plafonds qu'on appelle le first et second upfront. Et en fait, en fonction de si vous êtes au-dessus ou en-dessous, vous avez le droit à certaines choses que vous pouvez utiliser ou pas. Quand on est au-dessus de la luxury tax, qui est le cas de notre équipe, on n'a plus le droit d'avoir la mid-level exception complète. Donc une mid-level exception, c'est quelque chose qui vous permet d'offrir des contrats assez importants. C'est d'ailleurs ce que les Rockets ont fait pour Dorian Finney-Smith. Donc c'était du 14-15 millions l'année. C'est un très gros plus la mid-level exception et ça peut être jusqu'à 4 ans. Quand on est au-dessus de la taxe, comme nous, on a le droit qu'à la taxpayer mid-level exception, qui est une petite mid-level exception. Elle est que de 2 ans maximum et elle est d'environ 5,6 millions de dollars l'année. C'est ce qu'on a donné à D'Angelo Russell. Un contrat de 2 ans, de 11, quelque chose millions de dollars. Et un détail important, la 2e année est une player option. Donc il faut plus voir ça comme un contrat en fait d'1 an, car il est quand même probable que D'Angelo Russell décline son option joueur l'an prochain. Il pourra prétendre à plus que 5,6-5,7 millions de dollars avec un salary cap qui ne fait que augmenter. On a reçu les montants pour l'année prochaine hier, il me semble, et le salary cap a pris plus 10% quasiment. La NBA se porte très bien, il n'y a pas de souci là-dessus. Donc voilà le contrat de D'Lo. J'ai envie de dire que c'est plutôt pas mal, parce que je vois ça comme
Vous voyez D'Lo il a qu'une année pour prouver qu'il vaut plus que ça. Je me dis qu'il va vouloir montrer le fameux contract year, comme on dit pour certains joueurs. Et voilà, officiellement, on a notre meneur backup en attendant que Kyrie revienne. On en a parlé la semaine dernière parce que c'était quand même une grosse rumeur. On se doutait que peut-être il allait venir. Nico, la semaine dernière, je t'ai demandé si cette idée te plaisait. Tu étais moyennement motivé. Mais finalement, à ce prix-là, est-ce que tu trouves que c'est une bonne idée ? Tu sais quoi ? J'y ai réfléchi. On va dire que la nuit porte conseil. Écoute, je suis quand même assez content au final. Je suis assez content au final de ce move-là. Je suis content parce que déjà c'est vraiment pas cher. Honnêtement, je me dis le cours de l'action D'Angelo Russell, elle a beaucoup chuté. On parle d'un joueur quand même qui émergeait à 30 millions par an quand il était à Minnesota et une partie de son second passage aux Lakers, qui là du coup signe, comme tu disais, pour 13 millions pour 2 ans. C'est vraiment pas grand chose, surtout quand tu vois un peu les chiffres aujourd'hui pour n'importe quel joueur NBA, c'est vraiment que dalle. Je trouve que c'est aussi intéressant parce que c'est le meneur que je cherchais, qui est un gros talentueux. J'entends beaucoup parler de vétérans. Je rappellerai que D'Angelo Russell, il a 29 ans, donc il n'a même pas 30 ans, tu vois, on parle déjà d'un vétéran. Donc il a pas mal bourlingué. Comme tu l'as très bien dit, Quentin, l'intérêt que je vois, c'est que c'est l'opportunité pour lui. C'est son plus petit salaire, je pense, ever, hors saison de rookie. C'est vraiment l'occasion pour lui d'être exposé, de montrer son talent pour aller négocier soit chez les Mavs, soit ailleurs l'année prochaine, un contrat qui soit plus proche de ce qu'il a l'habitude de gagner. Après, il faut regarder, ces dernières saisons, c'est clairement les plus faibles en carrière. Son dernier passage aux Lakers ou même à Brooklyn, c'est un mec du coup qui était à 12,5 passes. C'est le plus bas qu'il ait jamais fait. Moi honnêtement, s'il fait déjà ce plus bas aux Mavs à 12,5 passes, c'est déjà pas mal du tout. Donc moi j'ai pas mal réfléchi, du coup je suis assez enthousiaste en plus. Alors c'est un profil beaucoup plus offensif, pas du tout two-way comme on avait pu le décrire, mais en même temps à choisir, c'est surtout ça dont on a besoin. Donc écoute, je vois beaucoup de voyants en vert. Finalement c'est quand même un joueur hyper offensif. Pardon, je vais demander Quentin, c'est un joueur hyper offensif. Peut-être qu'il a des lacunes défensives, mais finalement avec le reste de l'effectif, est-ce que c'est peut-être pas grave finalement? Les Mavs vont quand même être solides défensivement, même avec lui. Oui, il y a de ça. Je relativiserai quand même le hyper offensif. Nico l'a dit, les dernières saisons sont quand même pas ouf. Donc en fait, on retombe un petit peu ce qu'on avait dit avec Dinwiddie lors de nos podcasts d'il y a environ 1 an. Il faut vraiment mettre tout en parallèle du montant qu'on paye. Là, D'Angelo Russell, ça va être, je crois, le 4e joueur le moins bien payé de l'effectif. Si le 4e moins bien payé de l'effectif nous offre 12 points et je ne sais pas combien de passes, c'est quand même quelque chose qui est très correct. Donc il ne faut évidemment pas s'attendre à du D'Lo comme on avait à Brooklyn ou quoi. Là, il a un job très précis, c'est d'ici janvier de tenir à peu près la baraque. Et puis quand Kyrie va revenir, ça va être en sortie de banc avec des temps de jeu réduits, de faire le boulot. Et je pense que ça, il peut le faire. Je pense qu'il peut le faire. Et surtout, comme tu l'as dit, on a une équipe qui est assez costaud défensivement autour pour peut-être pallier à certaines lacunes défensives comme il peut avoir. Après, bon, on en a fait des saisons avec un meneur qui est pas top niveau défense, on connaît. Donc ça me fait pas trop peur non plus. Vraiment, je suis content parce qu'on a réussi à trouver pour un prix totalement raisonnable un joueur qui va pallier à ce qu'on voulait pour ce prix-là. Vous avez vu peut-être, Dennis Schroeder, lui, il a pris 45 millions sur 3 ans. Donc c'était au final ce qu'on s'attendait, c'était hors de nos budgets. Donc je pense vraiment qu'en fait on était dans le vrai, c'est-à-dire soit CP3, soit Brogdon, soit D'Angelo Russell. Et on dirait que lui a voulu de lui-même venir. Je pense que c'est sa connexion avec Davis. Mais j'étais surpris de la vitesse à quel point les Mavericks sont rentrés dans l'équation et à quel point il n'y a eu que nous, quasiment, pour signer ce contrat assez intéressant. Pour rebondir sur 2 points, le premier, tu as raison, c'est le retour du duo avec Anthony Davis, donc ils se connaissent bien en fait des Lakers, donc tu te dis tu vas avoir quelques automatismes, a priori ils s'apprécient, donc c'est plutôt pas mal déjà. C'est plutôt cool. Le deuxième, c'est à choisir un peu sur cette liste de joueurs, parce que tous les jours on voyait passer quand même les candidats potentiels, ils allaient ailleurs. Donc pour moi la pression commençait un petit peu à monter, on se dit bon, est-ce qu'on va récupérer un truc? Honnêtement, à choisir ce qui reste sur le marché et l'état de nos finances, pour moi c'est de loin le meilleur choix. Donc je suis vraiment content de tout ça. C'est vachement positif.
Juste pour terminer, parce que j'ai vu pas mal de retours sur Twitter, la plupart des gens, je dirais peut-être 2/3, 3/4 des gens sont assez contents de cette signature. Il y en a pas mal qui sont déçus en disant c'est vraiment ça notre second ball handler, etc., etc. Je le redis, comme on a dit dans la précédente émission, c'est pas incompatible. Ça, c'est le fameux plan B, là, ce joueur pour 5 millions. Ouais. C'est pas incompatible avec faire venir un second ball handler dans le cadre d'un trade. Daniel Gafford a signé, il est tradable dès maintenant, on a des assets, on a des pics de draft. Le plan, aller chercher un second ball handler, est toujours d'actualité. Il faut vraiment voir ça comme on avait une place pour un joueur vétéran à bas salaire. Et ben, honnêtement, on a fait, je pense, un des meilleurs choix qui était sur le marché pour ce prix-là. Donc, à votre avis, en fait, c'était ma question, c'est terminé. Est-ce que l'intersaison des Mavs s'arrête là ou est-ce qu'on va aller quand même chercher ce ball handler, ce deuxième meneur qui pourrait qui jouait à côté de Kyrie, en fait? Je dirais en tout cas qu'il y a des opportunités de marché et t'as pas forcément besoin de les faire maintenant. Tu peux aussi attendre février. Je dirais qu'il y a la situation contractuelle de Daniel Gafford là, qui s'est un peu clarifiée. Ça ne veut pas dire que tu peux pas les changer. Mais surtout, tu as le deuxième point, tu as PJ Washington. Le pépère PJ, là, il n'a pas encore signé. Et à un moment, il va y avoir un sujet de qu'est-ce qu'on fait avec PJ Washington, et particulièrement en février. Donc ça va être un truc. Après, juste un autre truc à rajouter. J'ai une grande pensée pour Nico Harrison, là, en récupérant un gros bosseur comme Dilo. Je suis très curieux de voir un peu comment... Il va manger sa main, là, il va manger le papier avec. Parce que concrètement, on est sur un talentueux qui est quand même un peu une grande feignasse, enfin, en tout cas qui a un peu la réputation d'être pas un acharné de travail, même si là, il vient de communiquer sur ses jolies vidéos dès qu'il venait de signer. Il n'est pas reconnu pour être un acharné de travail. Donc, c'est pas un mec qui bouffe des brocolis toute la journée et qui est dans un environnement de calme tous les soirs. Il a enjoyé la night de LA, il a bien kiffé. Hein. Donc, je suis curieux de voir, mais en tout cas, ça me fait marrer parce que c'est un peu l'opposé du type de joueur que, a priori, Nico Harrison rêve d'avoir dans ses effectifs, des joueurs dédiés. T'as raison, Nico. Dans les moves, l'intersaison pour moi n'est pas terminée. Il y a la prolongation de PJ Washington, je pense. Ça serait bien si on pouvait s'en occuper. Je sais pas si c'est pas quelque chose qui est possible qu'à partir de début août ou quelque chose comme ça. Mais en tout cas, il sera free agent l'été prochain. Donc on pourra dès cet été, peut-être pas le 1er juillet, mais au moins en août, négocier une prolongation. Honnêtement, c'est à faire. Il n'y a même pas à se poser la question est-ce qu'on le garde ou pas. On garde le même état d'esprit que Daniel Gafford. On prolonge pour se permettre on le garde, on le fait jouer, ou on peut le trader. Il a une super belle valeur, PJ Washington, actuellement. Imaginons que, je sais pas, on voit qu'on tourne très bien avec Cooper Flag, on n'a pas besoin vraiment de PJ Washington, ça serait une super valeur. Donc, de 1, il faut négocier cette prolongation de PJ Washington. Et de 2, il y a cette question-là de trade ou pas trade avec nos 3 pivots. Moi, à mon avis, il n'y a pas changé là-dessus. Ce serait trop dommage d'avoir cet embouteillage pour en plus 3 joueurs super intéressants qu'on a envie de voir sur le terrain, mais nous on ne pourra pas les avoir tous les 3 à Dallas. Il y a une équipe aujourd'hui qui vient de perdre un pivot. Peut-être Barnes, tu veux qu'on en parle plus tard des autres équipes? Je voudrais juste te poser une question quand même sur re-signer PJ, parce que il me semble, et tu peux me dire si je me trompe, mais que là les Mavs ils sont au niveau du deuxième tablier de la NBA. Donc là on peut vraiment plus rajouter un contrat plus élevé. Donc s'il re-signe PJ Washington, il faut que ça soit au même niveau. En fait, le contrat de PJ Washington, il est garanti sur la saison en cours. Donc là, nous, on est en fait juste en dessous du second up-run pour la saison en cours. Si on parle de le prolonger, c'est à partir de la saison prochaine. Donc en fait, il garderait ces 14 millions là, sur cette saison qui vient. Ce qui est sûr, tu as raison, là, actuellement, notre roster, je crois, on est à 1 million en dessous du second up-run. Et vu qu'on a utilisé la mid-level exception, on est hard cap. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dépasser ce niveau. Vu qu'on a utilisé cette mid-level exception, si on est au-dessus du second plan, on n'a pas le droit d'utiliser de mid-level. Donc vu qu'on l'a utilisé, la NBA nous force absolument à rester en dessous. Donc on ne peut plus augmenter pour cette saison-là. Par contre, la saison d'après, on peut totalement dépasser le second plan si on veut. On ne voudra pas le faire parce que c'est tellement restrictif, et j'en reviendrai, je pense, sur une autre vidéo, c'est tellement restrictif depuis les nouvelles règles qu'on ne voudra pas le faire. Mais en tout cas, il n'y aura pas de souci pour cette saison si on veut prolonger PJ. Bon, alors vas-y, raconte-nous. Il y a une équipe qui a besoin d'un pivot là. Oui, tu vois, je disais, il y a une équipe aujourd'hui qui a vu son pivot de toujours, d'ailleurs un Texan, je parle de Miles Turner, partir. Ce qui paraît, les Pacers ont été un peu des pinces. Ils ne voulaient pas donner plus que 3 ans et 60 millions à Miles Turner, qui a signé pour plus de 100 millions 4 ans aux Bucks. Donc,
les Pacers se retrouvent sans pivot titulaire. Et nous, on en a 2, voire 3. Et puis, dans leur effectif, eux, ils ont des ball handlers sympathiques. Et nous, on a certaines personnes qui sont liées par le lien du sang à certains ball handlers, si vous voyez où je veux venir. Bref, voilà, je pose ça là. Tu vois, quand je reviens sur ta question, l'intersaison est-elle terminée ? Non, il y a des choses. C'est une bonne idée. Alors, je ne sais pas si les auditeurs ont suivi ta pensée. Moi, j'ai bien compris. Il s'agit de joueurs en fait qu'on a aussi signés la semaine dernière, des two-way. Donc là, tu nous parles de Miles Kelly et de Ryan Nembhard. 2 joueurs assez intéressants d'ailleurs. Surtout Ryan Nembhard. Enfin, pour décrypter, pour celui qui a. C'était assez crypté le message de Quentin. Donc, en gros, tu vises Andrew Nembhard des Indiana Pacers, qui a brillé sur toute la série de playoffs et qui a effectivement super ball handling, qui a été très clutch dans le shooting. Et on vient de récupérer à la draft, du coup, en undrafted, son jeune frère qui a brillé à Gonzaga. Et certaines personnes plus ou moins éclairées nous disent que c'est un des gros styles de la draft. Il aurait dû être 1000 fois drafté. Et c'est l'un des meilleurs créateurs. On verra la réalité. Mais en tout cas, l'idée de ramener les 2 frères là, dans la même équipe, ça paraît pas mal. On va déjà tester le premier, là, le plus jeune des frères, on va voir ce qu'il va donner en two-way. Sachant que c'est toujours bénéfique. Les two-way, tu le laisses voir un peu ce qu'ils sont capables de donner. Puis on a eu un bon exemple cette année avec Brandon Williams. Le two-way transformé en contrat garanti. Et on verra après, effectivement. Pour moi, c'est l'opportunité de marché. Il n'y a pas lieu de se précipiter. S'il y a une belle opportunité pour faire un joueur, effectivement, et lâcher un de nos intérieurs pour récupérer un autre créateur, super. Si ça ne se présente pas, la saison elle est longue, on n'est pas obligé de le faire maintenant. Totalement. Pour Ryan Nembhard, des informations factuelles, il a fini meilleur passeur de l'NCAA, c'est bien ça ? Avec quasiment 10 passes par match, donc déjà c'est factuel. Autre fait, pour le coup négatif, il est très petit. Il fait 1m83, je crois. Donc c'est pour ça qu'il ne s'est pas fait drafter en fait. C'est Exactement. qu'il est trop petit pour cette... En NBA, faire moins d'1,85 et être très 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 bon, c'est vraiment chaud parce que c'est très très handicapant. C'est pour ça qu'il est pas drafté. Et puis il me semble, enfin c'est pas il me semble, je suis sûr, il est vieux relativement à la draft. Il a 22 ans, je crois, donc c'est assez vieux. Donc en fait, il va pas grandir. C'est pas comme Cooper Flag qui va encore nous prendre quelques centimètres dans les étés à venir. C'est la taille finie. C'est le terminus. Il a 1,83, tu vois. Et malheureusement, c'est très petit en NBA. Après, Jalen Brunson n'est pas très grand. TJ McConnell n'est pas très grand. Donc il y a des choses à faire. Nicolas dit c'est un two-way contract, donc ça ne coûte rien du tout et on peut tester tant qu'on veut. Et puis, il va avoir des opportunités sur ce début d'année. Ok, on a dit Angelo Russell. Peut-être qu'on va re-signer Dinwiddie ou Exum au minimum, mais j'y crois pas. Mais il y aura des opportunités à la main. Il y aura des minutes pour lui. Je me fais pas trop de soucis là-dessus, même si c'est que du garbage time. Donc super acquisition de Ryan Nembhard. Honnêtement, je le connaissais pas avant. Mais de ce qui est sorti, les gens disent qu'il est vraiment tombé au bon endroit. Je pense pour lui comme pour nous, on est sur un très bon partenariat. Après Miles Kelly, honnêtement, je connais pas. J'ai juste vu que c'était un gros shooter, mais je connais pas le joueur. Et en plus, si ça a pu faire venir son frère à Dallas, c'est une bonne idée, ça, Quentin. Tu en avais parlé d'ailleurs, il y a 2 podcasts de son frère, qui était un joueur intéressant pour les Mavericks. Et je vous ai dit, j'ai suivi les Pacers comme un fou sur ces playoffs. Et puis, c'est ce que je vous disais là, les Pacers qui n'ont plus de pivot, peut-être s'ils sont intéressés pour faire un trade pour récupérer Gafford, dans ce cas-là, nous, dans l'autre sens, on voudrait évidemment quelque chose. Après, je pense que Nembhard, il a pris une belle valeur. Il a pris une très belle valeur avec ses playoffs. Il est jeune, il assure bien. Donc, il va falloir peut-être qu'on mette la main un peu au panier si on veut l'acquérir. Après, il peut avoir Aaron Nesmith. Bref, il y a plusieurs choix. C'était juste une piste comme ça. Je trouvais que c'était drôle vu qu'on a le petit frère maintenant. Évidemment que ça m'a fait penser à Andrew et ça me plairait beaucoup. J'ai vraiment kiffé ce genre sur le run de playoff. Une pensée pour les Pacers qui quand même ont plus de pivot mais aussi plus de meneurs, puisque Haliburton, il a une année complète là, avec la rupture de talon d'Achille, c'est une année minimum avant de pouvoir revenir. Donc ils ont beaucoup de choses à reconstruire. C'est marrant parce qu'ils avaient communiqué les Pacers sur le fait qu'ils allaient enfin arrêter de faire les pinces. Et il faut croire qu'ils ont continué à faire les pinces puisqu'effectivement ils n'ont pas payé Miles Turner comme ils devaient et comme ils le méritaient très honnêtement.
Ils vont nous faire une Dallas Mavericks, hein. Ils vont faire les finales NBA, puis l'année d'après, leur meilleur joueur va se blesser, et puis ils vont pas faire les playoffs. Mais bon. Ne jamais sous-estimer un beau collectif comme ça, mais c'est sûr que c'est terrible. C'était il y a même pas 10 jours, hein, vous vous rendez compte, le Game 7, c'était même pas 10 jours. 10 jours plus tard, ils ont plus de bonheur pour une année, ils ont plus leur pivot qui est là depuis 10 ans. Enfin bref, c'est terrible pour les fans des Pacers. Je regardais juste le contrat d'Andrew Nembhard, donc il était l'année dernière à 2 millions. Oui, et puis là, cette année, il est à 18 millions, il a signé un contrat du coup avec 18 millions par an. Donc ça va être plus compliqué. C'est marrant, ça correspond bien au contrat de Daniel Gafford du coup. Et oui, totalement. Et c'est vrai qu'il est canadien. Oui. Un peu la diversité de nos joueurs, diversité géographique de nos joueurs. Ouais. Bon alors Nico, tu nous as spoilé un peu ça au début, mais quels sont les autres événements notables de cette free agency? Alors notre ami, il y a des Mavs, il y a des ex-Mavs qui ont bougé. Et Dodo, évidemment, à Houston. Est-ce qu'il y en a d'autres? Ouais, alors j'ai complètement spoilé, du coup j'ai même pas lu la trame, n'importe quoi. C'est ça de faire des émissions de l'urgence là. Ouais, clairement Dodo à Houston, moi ça m'a marqué. Je suis surpris qu'il reste pas aux Lakers, et surpris qu'il se rapproche du Texas à Houston. Je me dis qu'à Houston est en train de monter une armée là. Une armée de Golgoth physique, et notamment sur les postes 4 et 5 là. Ils ont aussi récupéré notre bon vieux Clint Capella. Ouais, impressionné par ce que fait Houston. Moi je disais effectivement Denver, je trouve très malin le move Michael Porter Jr. là, en échange de Cam Johnson et un premier tour de draft lointain. Cam Johnson, il était très très demandé à un moment. Je suis content pour lui qu'il aille dans une bonne équipe comme Denver. Et tu disais juste avant Quentin là, notre bon vieux Tim Hardaway Jr. là, qui débarque aussi à Denver. Donc ça se renforce à l'ouest en même temps que ça se déplume un peu plus à l'est. Ouais, il y a un dernier truc marquant. Gershon. Il fait kiffer Gershon déjà de fou. Alors Gershon Onyx, autant dire que moi je suis en sang. Je suis ravi pour lui. Il prend 12 millions sur 2 ans, puisqu'il aurait pu prendre plus, mais en tout cas la destination fantastique pour lui. Quentin, est-ce qu'il y a d'autres événements là qui t'ont marqué dans cette free agency? Alors déjà, le move incompréhensible, mais ça rejoint ce qu'ils ont fait à la draft, les Pelicans, mais vraiment, il faut rayer cette franchise de la carte. Là, ils ont pris quoi? Kevon Looney. Ouais. Ils ont une équipe où il n'y a personne qui sait shooter. Ils prennent un pivot qui ne sait rien faire s'il a plus de 2 mètres du cercle. Ils ont donné leur pick de draft l'an prochain. Vraiment, je pense pas qu'il y ait des fans des Pelicans qui nous écoutent. S'il y en a au moins un, change d'équipe, mon gars. Vraiment, c'est la pire équipe de la ligue. C'est terrible, les Pelicans. Bref, merci Joe Dumars, le nouveau GM, il est au top, Joe Dumars. Ouais, super. Nuggets, vraiment truc de fou. Ce qu'ils font, ils pallient à toutes les... Ils ont vu en playoff ce qui leur manquait, ils arrivent à choper les endroits où c'était compliqué, donc ça va être très dangereux. Houston, ils sont redoutables en profondeur. Maintenant, ils ont un embouteillage avec Şengün, Adams et Capella. Je comprends pas trop le move de Capella, parce qu'il va peut-être pas avoir beaucoup de minutes, je sais pas. Les équipes à l'ouest, c'est très solide. Hein. Le OKC vient évidemment de verrouiller chez Gilgeous pour le plus gros contrat de tous les temps pour l'instant. Il y a des équipes qui vont pas réussir à suivre. Les Warriors, pour moi, ça ne va pas réussir à suivre. Toutes ces effectifs là que je viens de lister, là, qui se renforcent, qui sont plus jeunes, les Warriors, ça va pas arriver. Les Lakers, c'est terrible, hein. Faut qu'on en parle, mais ils se déplument là de joueurs importants, ils n'arrivent pas à faire venir d'autres personnes. Je suis assez triste pour Luka. Et honnêtement, j'ai un peu envie aussi que ça se passe mal aux Lakers pour que peut-être ils partent et qu'il aille à l'Est, je sais pas. Mais je veux le voir gagner, mais s'il pouvait gagner autre part qu'aux Lakers, ça serait cool. Je pense que les Lakers vont pas réussir à suivre ce qui se passe. On va vraiment avoir un changement de génération, je pense, qui va se mettre en place. Le Texas, truc de fou, quoi. San Antonio, Dallas, Houston, mais le niveau des 3 équipes, ça va être incroyable. Et on aurait été faible pendant 2-3 ans, le Texas. Et là, on est à nouveau là pour régner sur les États-Unis, comme pendant les 15 premières années, on va dire, du 21e siècle. C'est super, super intéressant. Et voilà, dans les moves qui m'ont marqué globalement. Voilà. C'est pas fini les Lakers, hein. On en a parlé tout à l'heure, le DeAndre Ayton qui débarque pour rejoindre Luka aux Lakers, c'est pourquoi pas. Ouais. De toute façon, ça serait marrant ça. Je pense que soit Ayton, soit Brook Lopez. Brook Lopez, il l'a pas signé aujourd'hui aux Clippers. Je sais plus. Putain. Il a signé aux Clippers. Aujourd'hui aux Clippers. Ouais, donc je pense que Ayton va finir aux Lakers, je pense. Lui, il veut
il veut du soleil ou quoi. Ça me ferait rire qu'il aille au Pacers parce qu'ils ont besoin d'un pivot, mais bon, c'est le joueur le plus feignant de la ligue. Avec Rick Carlisle, c'est pas possible. Donc je vois bien qu'il donne aux Lakers, mais j'y crois pas trop à cette histoire. Ça sent un peu le fiasco, hein, les Angelinos. Et Boston qui se déplume de ouf. Ouais, on savait que ce serait un peu l'Olympique Lyonnais, tu vois, de la NBA, que ce serait la cure d'austérité. Mais là, c'est la cure d'austérité accélérée. Là, c'est le grand régime là. Franchement, en 15 jours, Jrue Holiday, Porzingis, j'oublie le nom du pivot remplaçant blanc, Stosser, c'est ça? J'oublie son nom maintenant. Enfin, en tout cas, ils se déplument de partout, quoi. Ils sont en train de vider complètement tout l'effectif. Et ouais, c'est impressionnant et ils ramènent pas grand-chose, quoi. Et les Celtics, c'est un très bon exemple pour ce que j'expliquais tout à l'heure, là, quand on est au-delà en fait de la taxe, enfin le nouveau CBA, donc c'est toutes les règles qui régissent les salaires, etc., qui a été mis en place maintenant il y a 3 ans, je crois. Il est extrêmement sévère pour les équipes qui sont de manière répétée au-dessus de la taxe. Donc les équipes, les repeater tax, comme on les appelle. Et en fait, ça devient extrêmement sévère en termes d'argent supplémentaire que doivent débourser les propriétaires. Et les propriétaires, même s'ils sont milliardaires, bah, les plus riches, c'est les plus grosses pinces, ils ne veulent pas payer de taxes. Donc en fait, là, on a un très bon exemple. Boston, ils ont vu Tatum out pour la saison. Ils ont dit, allez hop, cette saison, on va passer en dessous de la taxe, on va donner, pour se donner un peu d'air. Et beaucoup d'équipes maintenant réfléchissent comme ça. Comment est-ce qu'on va essayer de maximiser nos contrats rookies et jeunes avant de rentrer dans la phase de luxury pour y rester 3 ans, être dans une fenêtre de tir pendant 3 ans pour le titre, et ensuite on largue parce qu'on ne voudra pas payer les amendes pour les taxes, et c'est le problème que va avoir le Thunder dans les années à venir avec ces trois superstars qui prétendront au contrat max. Je veux pas faire trop de projections trop loin. Je veux juste un dernier truc là-dessus. Je peux pas m'empêcher de dire, est-ce que Boston, ils vont un peu lâcher l'année prochaine? Il y a un des prospects numéro 1 ou 2 de la prochaine draft, AJ Dibonsa, qui est de Boston et qui serait un profil parfait pour un peu la nouvelle dynastie des Celtics, puisque la NBA c'est un cycle, donc tu vois, on est déjà en train de se projeter l'année prochaine sur les prochains prospects qui seraient du coup dans le sommet. D'ailleurs, un des prospects, il est à Duke, encore une fois. Et encore un fils d'eux. Je m'arrête là, Cap Boozer. Bon, merci les gars. Écoutez, on a terminé l'émission. On va se projeter sur la suite. Là, s'il y a un trade, bien sûr, on refera une émission. Mais là, les événements à venir, c'est la Summer League. Elle commence le 10 juillet. Et d'ailleurs, c'est contre les Lakers. Donc là, ma question, c'est est-ce que Cooper Flagg va jouer? Et s'il joue, est-ce qu'il va jouer meneur? Parce que Jason Kidd a fait une interview et il a parlé de faire jouer Cooper Flagg à la main. Ça a coupé un peu, mais je pense que j'ai compris. Cooper Flagg va jouer 2 matchs en Summer League. Il va jouer les 2 premiers, donc il y aura un face aux Lakers et le deuxième face à San Antonio, qui sera évidemment bien scruté parce qu'il va être face au numéro 2 de la draft. Ça va être sympa. Pour ce dont tu parles, Barnes, je pense, il y a eu effectivement lors de la présentation de Cooper Flagg une petite pique envoyée enfin c'était plutôt gentil par Jason Kidd qui disait j'ai hâte de le mettre meneur face aux Lakers et voir ce que ça donne. Il y avait un peu le double côté, Lakers c'est le premier match de Summer League, mais en même temps bon, les Lakers on sait ce qui se passe par rapport à un certain meneur de jeu qui joue à LA. Je pense que ça va tenter des choses. Après, normalement ce n'est pas Jason Kidd qui coach la Summer League. Si c'est comme les années précédentes, c'est l'année dernière, je crois que c'était Jared Dudley. Enfin, ça peut changer. Donc on verra si d'ici là, Jared Dudley est encore un membre de notre coaching staff. Mais normalement, voilà, ça devrait être lui ou un de nos assistants coach, s'il nous en reste, qui coach ces matchs de Summer League. Ça sera très sympa en tout cas de regarder ces 2 matchs, parce qu'après, la prochaine fois qu'on verra Cooper Flagg, ça sera mi-octobre, fin octobre. Toi, Nico, tu vas suivre la Summer League. Ça va être quand même sympa de voir Cooper Flagg pour la première fois. Ah bah ouais. Avec un maillot des Mavs. Même si je m'attends à avoir juste des bribes, on va pas le casser en 2 pendant l'été, mais on va avoir quelques bribes, mais en Summer League, ça va être cool de le voir. Donc ouais, clairement, je vais essayer de suivre ça autant que possible. Je réalise que j'ai oublié de dire un truc très important. J'ai parlé de Denver, j'ai parlé des Tim Hardaway Jr., de Cam Johnson, on oublie un événement important. Notre bon vieux JJ Barea qui devient assistant coach aux Denver Nuggets.
je trouve ça intéressant au moment où notre coaching staff se déplume. On a l'historique JJ Barea qui va lancer on va pas lancer sa carrière, mais en tout cas. Dans NBA, je crois que c'est son premier poste d'ailleurs. C'est son premier poste. Même, je sais pas s'il a eu vraiment des trucs, tu vois, d'entraîneur. Je sais qu'il a eu des touches d'entraîneur en Porto Rico, mais il me semble que c'est le premier pied dans le coaching. En tout cas en NBA. Ouais. En tout cas en NBA. Donc je trouvais que c'est un clin d'œil intéressant du destin, on va dire ça comme ça. Là, ça fait plaisir pour lui. Ok, merci les gars. Bon, c'est rendez-vous le 10 juillet alors pour cette Summer League. Et peut-être qu'on se verra avant, on ne sait jamais s'il se passe quelque chose. De toute façon, ça peut arriver à n'importe quel moment, ça. On sait que c'est comme ça. Je viens de voir. Non, en fait, on s'en fout. Larry Nance qui retourne aux Cavaliers, pardon. Ça, c'est pas important. J'ai vu qu'il y avait un trade, pas du tout. Donc, bref, voilà. De toute façon, pour ceux qui sont en France, on se réveille. Des fois, il y a une liste comme ça de notifications. Tu dis, OK, est-ce qu'il y a un trade? Est-ce qu'il y a un trade? Et voilà, peut-être que demain matin, je vais me réveiller. Vous m'aurez envoyé un message. Voilà, Quentin, il faut qu'on enregistre une émission. C'est comme ça. Hein. C'est la NBA, c'est comme ça qu'on l'aime. En tout cas, on essaiera de suivre l'actualité. S'il se passe quelque chose, on refera une émission. D'ici là, je vous souhaite une bonne semaine et à la prochaine. Merci tout le monde. Ciao. Salut. Ciao.